Je vais continuer à vous parler de la guerre froide, un peu sous un autre angle, sous l'angle idéologique. Vous avez vu que la Seconde Guerre mondiale et tout l'entre-deux-guerres se caractérisent par l'émergence d'idéologies extrêmement puissantes qui s'affrontent. Ces idéologies, et notamment le communisme, continuent d'exister après la guerre. Et donc va s'affronter un monde socialiste, dont le chef est, dont la tête c'est l'Union soviétique, puis la Chine, puis avec la Chine, et puis un monde entre guillemets capitaliste. Et ces deux grands blocs vont s'affronter, et leur affrontement jusqu'en 1990 va être un élément majeur de l'histoire du monde. Donc tous les sujets historiques se rattachent plus ou moins directement à la guerre froide. Mais la guerre froide, elle n'est pas juste le face-à-face militaire de grandes puissances qui attendent l'occasion de s'affronter. Elle va se mener sur un terrain idéologique. Et donc la propagande va être extrêmement importante. Puisque la guerre directe entre les grandes puissances est rendue très dangereuse par l'existence des armes atomiques. On a vu tout ça. Évidemment, donc il va y avoir chacun des deux blocs va essayer de montrer que son système est le meilleur. Et donc que la vie est belle et qu'on est capable d'accomplir de grandes choses. Pour l'Union soviétique, la propagande est assez simple parce que c'est un État totalitaire. Donc l'université, tout est mis au service de la propagande d'État. Et puis, quand on a besoin de cacher quelque chose, eh bien, on se planque derrière le rideau de fer, on interdit aux gens de venir, on filtre les informations, tout est contrôlé. Pour le monde libre, capitaliste entre guillemets, c'est beaucoup plus difficile parce que d'abord les alliés des États-Unis sont des alliés volontaires, donc on ne peut pas en permanence leur imposer, les États-Unis ne peuvent pas en permanence leur imposer leur volonté, et donc ils vont mettre en place des outils de propagande qui vont être issus d'ailleurs des outils d'espionnage de la guerre, l'OSS, qui est le service de renseignement militaire, va devenir après la guerre la CIA, qui va être à la fois, qui va jouer un rôle pour déjouer le contre-espionnage, l'espionnage et peut faire du contre-espionnage, et puis qui va aussi jouer un rôle dans la propagande anticommuniste. Notamment, par exemple, elle va jouer un rôle dans le contrôle du cinéma. C'est une industrie qui se développe énormément et la CIA va essayer de faire la propagande, de faire la promotion du monde libre à travers le cinéma. Et notamment, il va y avoir une grande affaire qui va occuper Hollywood, c'est le McCarthyisme. McCarthy, c'est un sénateur américain qui veut pourchasser les communistes qui pourraient instiller leur propagande dans leurs films. Donc, ça va viser pas mal de scénaristes, etc. Et notamment Chaplin va quitter les États-Unis à cause de ça, parce qu'il sera un peu soupçonné de sympathie communiste. C'est quelquefois vrai, quelquefois c'est un peu exagéré, bien sûr. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le danger communiste, il n'est pas juste de l'autre côté du rideau de fer, il est dans les pays libres eux-mêmes, parce qu'ils sont libres. Alors en Allemagne, par exemple, le Parti communiste a été interdit à la Libération. Mais en France, c'était le premier parti de France jusque dans les années 70, jusqu'à ce qu'il soit supplanté par le Parti socialiste à partir de 1971, quand François Mitterrand va devenir le chef, va prendre le pouvoir au Parti socialiste. Mais jusqu'en 1971, le premier parti de France, c'est le Parti communiste. Il a un quart des voix. Le Parti communiste est extrêmement puissant en Italie, il est puissant en Grèce. Et donc, il y a une propagande communiste qui est faite à l'intérieur des pays libres eux-mêmes, ce qui est beaucoup plus difficile dans les pays du bloc de l'Est. Et pour mener la guerre idéologique, les États-Unis vont se doter d'un certain nombre d'instruments, ils vont faire des radios qui vont diffuser dans les pays du bloc de l'Est, Radio Liberté,
Voice of America, la voix de la liberté, voilà. Voice of America, donc qui va contrer la propagande officielle des pays communistes. Et puis, il va y avoir aussi tout un jeu d'espionnage pour éviter que les gouvernements occidentaux ne soient pénétrés par des agents communistes. Ça va arriver plusieurs fois. Hein. Il va y avoir Walter Guillaume, le bras droit du chancelier allemand, était un agent soviétique. Il y a eu des gros réseaux qui vont démasquer en Angleterre, hein, Kim Philby, etc. Hein, pratiquement les plus importants personnages du contre-espionnage anglais étaient eux-mêmes des agents doubles au service de l'Union soviétique. Donc vous voyez que c'est des choses très très importantes. Pour éviter que les populations aient trop de sympathie communiste, et puis il y a un autre volet de propagande qui est à l'égard du tiers-monde, hein, parce que toute la décolonisation, dont je vous parlerai à part, va être marquée aussi par cette guerre froide. Il va falloir convaincre les gens, les pays qui quittent le giron de la métropole coloniale de ne pas se rattacher au bloc de l'Est, mais de se rattacher au monde libre. Donc il y a toutes des opérations de propagande sur ce plan-là. Et puis il y a un autre terrain qui va être, surtout au début des années 50 et 60, c'est la conquête de l'espace, qui va être la vitrine des deux régimes soviétiques et américains. Et la première manche, elle est gagnée par les soviétiques, parce que en 1900, je ne sais plus combien, ils vont faire 1951, ils vont lancer dans l'espace le premier vol habité avec un cosmonaute qui est très célèbre. Hein, son nom a été donné d'ailleurs en France dans les municipalités communistes, à beaucoup de rues et d'avenues. Yuri Gagarin. Premier homme dans l'espace, ce sont les soviétiques. Donc, déjà l'Union soviétique a un très grand prestige parce qu'elle faisait partie des vainqueurs de la guerre. Hein. Elle avait perdu beaucoup d'hommes, donc voilà, le glorieux maréchal Staline, etc. Ça marchait assez bien. Hein. Donc il y a une partie des Français qui ont été libérés par les Américains, mais aussi par les Soviétiques. Et Yuri Gagarin est le premier homme dans l'espace, ce qui va faire un choc pour les Américains et qui vont donc lancer la course à l'espace. C'est Kennedy qui va appeler ça la nouvelle frontière. La première frontière, c'est la frontière de l'Ouest, hein, puisque l'Amérique a été colonisée à partir des côtes, donc c'était toute la conquête de l'Ouest avec les guerres indiennes que vous connaissez par les films. Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle frontière, et qui va être, la deuxième manche va être remportée par les Américains. 1957, les Russes sont encore en tête, ils lancent le premier Sputnik, qui est un satellite, mais la dernière manche sera remportée par les Américains. En 1969, la mission Apollo 11 fait que Neil Armstrong est le premier homme à marcher sur la Lune. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, qui n'a jamais été d'ailleurs renouvelé. Vous voyez, la course à l'espace, elle aurait eu lieu de toute façon, bien sûr, mais elle a été hâtée pour le prestige des deux superpuissances. Et puis la dernière manche va être remportée à la fois du point de vue militaire par Ronald Reagan et la guerre des étoiles, mais à la fois, en même temps par l'usure interne des régimes qui ont beaucoup de mal à faire vivre correctement les populations. À partir des années 70, il est vraiment très difficile de prétendre que le régime soviétique apporte autant d'avantages à sa population que les régimes capitalistes. Quand dans les années 70, Georges Marchais, qui est le premier secrétaire du Parti communiste français, va dire le bilan du communisme est globalement positif, ça va quand même déjà, à l'époque, ça va faire rire. Hein. Et donc dans les années, à la fin des années 80, tout le monde a compris que dans les pays, dans le bloc de l'Est, il n'y a ni prospérité ni liberté. Et ça va être une des conditions évidemment de l'effondrement de l'ensemble du système et de la fin donc de la guerre froide. Vous voyez toute cette guerre froide, hein, et puis on voit ça dans les livres, tous les livres d'espionnage, hein, les James Bond et tout ça, tout est marqué par la guerre froide. La décolonisation va être d'autant plus tragique qu'elle va se passer en période de guerre froide.
Donc vous voyez, quand là quand on voit un petit peu l'ensemble du monde, tous les sujets, hein, il faut un peu les rapporter. Ben, vous avez la guerre froide, l'affrontement des deux blocs du point de vue militaire, vous avez la guerre idéologique, et vous avez la décolonisation qui se rattache à ça, mais qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc vous voyez, vous avez beaucoup de choses à connaître, et il faut toujours un petit peu suivre différents fils. Hein. C'est pour ça que je reprends un peu des choses en tirant le fil d'une manière nouvelle. Et on reparlera de la guerre froide, en parlant de la décolonisation.